La dernière manche de votre émission Le Grand Soir, c'est bien la tribune politique. Nous y sommes déjà d'ailleurs. Les chiffres grimpent toujours en ce qui concerne le virus Covid-19. La France enregistre 1696 déjà de cas de décès. En France, 1696 décès en France, plus de 365 donc en 24 heures. Quand vous allez donc bien évidemment par rapport aux statistiques dans le monde, nous avons 472 790 et le nombre de décès, c'est 21 313 décès. J'accueille pour parler donc de ces chiffres qui ne cessent de grimper. J'accueille sur ce plateau François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir Romain Louis, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Vous êtes chronique Latifou Boni, bonsoir journaliste. Bonsoir à vous Romiat, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Et nous a rejoint Théodule Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir à Romiat, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Très bien. Nous parlions des... Oui, les circonstances ne sont pas, on va dire, les meilleures pour célébrer son retour. Ce n'est pas ce qui nous rassemble. Oui, parlons de coronavirus. C'est pour ça que les circonstances, je le disais, ne sont pas bonnes. Les chiffres, bien évidemment, sont cataclysmiques. Que ça soit en Espagne, en Italie, en France et même dans des pays comme les USA où bien évidemment le tableau de bord est extrêmement salé, pas du tout agréable à voir. Près de 700. L'Afrique aussi qui commence là encore par, on va dire, voir les nombres un peu prendre d'ampleur, le nombre un peu prendre de l'ampleur, sans oublier aussi à ce niveau-là quelques décès qui s'ajoutent à la liste au jour le jour. Bien évidemment que dans ce combat-là, si on ne regarde que les chiffres, on se dit l'homme peut-être perd progressivement le combat, la bataille face au virus, mais à côté, il y a quand même, on va dire, au jour le jour, dans ces débats scientifiques, dans ces débats de traitants, en ce qui concerne les méthodes ou plutôt même les molécules pour barrer la voie et affaiblir les ravages du virus, on sent quand même, on va dire, des avancées, notamment l'ivaquine, si vous voulez, la chloroquine qui de plus en plus quand même donne des signes, on va dire, encourageants. Signe ajouté au fait déjà que certains tout naturellement par leur système immunitaire quand même arrivaient à résister. Et justement c'est là la polémique, en tout cas on en reviendra. Effectivement il y a les statistiques ne concernent pas seulement les décès ni les contaminations, il y a quand même des statistiques qui concernent les guérisons. Et nous avons dans le monde 114 911 guéris. En France, quand nous prenons d'abord la Chine, pour le nombre de guéris, 114 060. En Italie, il y a 9 362. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de contamination et beaucoup également de décès. Mais il y a tout de même un traitement qui fait qu'il y a quand même des guérisons qui sont observées. François David. Oui, exactement, et c'est peut-être la bonne nouvelle. Je suivais tout à l'heure le directeur de la santé, le directeur français de la santé, Salomon, qui faisait son point quotidien et qui faisait comprendre qu'il y a beaucoup de protocoles quand même qui sont en voie d'être validés et que ça pouvait laisser place à beaucoup d'optimisme. Ce qu'on peut dire sur ce traitement, je pense qu'il faut différencier le cas chinois du cas européen, parce que il est vrai, les Chinois ont parlé de chloroquine, mais sans donner plus de détails sur le protocole entier. On a fait également recours quand même à de la médecine chinoise. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la chloroquine, le protocole n'est pas simplement composé de la chloroquine seule. Il y a un antibiotique pour le cas français. Il y a d'autres types de molécules dont a parlé le directeur de la santé français tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que peu ou prou, on avance quand même vers une solution qui puisse contenter un peu, essayer d'endiguer cette montée, cette statistique qui ne fait que défier toutes les espérances. Aujourd'hui, moi je voudrais souligner deux choses. Hier quand même, l'Inde a réussi ce que beaucoup pensaient pratiquement impossible, à mettre quand même 1,3 milliard
habitants en confinement. Parce que deuxième pays le plus peuplé. Oui, et ce pourquoi on s'en inquiétait, c'est que l'Inde quand même a quand même énormément, et le pays peut-être qu'il y a pas forcément de laboratoire. Le nombre de bidonvilles en Inde est quand même cataclysmique. Je pense que c'est un pays qui a encore à résorber disons cette petite faiblesse qui ne le fait pas balancer complètement dans le rang des pays très développés. Donc beaucoup de gens s'inquiétaient, beaucoup se demandaient comment l'Inde allait réussir à mettre et seulement les zones urbaines et surtout les bidonvilles en confinement. Mais grosso modo, avec tout ce qu'on a eu comme information hier, ils ont peu ou prou réussi à le faire. Maintenant, l'autre chose... Justement, le confinement, c'est vrai qu'hier, on parlait de près de 3 milliards, pour être plus précis, oui, sur toute la planète aujourd'hui, 2,6 milliards qui sont appelés à se confiner. De plus en plus, même en Afrique, et d'ailleurs, l'état d'urgence qui est décrété dans certains pays, le confinement dans certains pays également. Je reviens à vous après. Théodule Onsa. Oui, merci Omiad. C'est tout à fait normal parce que quand vous observez, ça dit l'ampleur que cette maladie, cette pandémie est en train de prendre, il y a raison, il y a nécessité de confinement, de restreindre les libertés, en tout cas de confiner la population tel que ça a été décidé dans le pays parce que, vous savez, moi personnellement, ça c'est mon analyse et ça je ne suis pas sûr, je sais pas que, je demande pas, je sais pas si c'est vrai, mais c'est que la propension que prend cette maladie doit pouvoir nous inquiéter. Quand je prends le cas de ce qui se passe dans le pays à température, choses telles que l'Europe où il y a assez de neige, vous allez constater que peut-être c'est un milieu propice au développement, à l'évolution, à la propension de ce virus, de ce microbe, de cet élément pathogène qui crée tant de dégâts. C'est vrai que, je dirais... Mais ce débat, c'est bien dépassé quand on sait que... parce que, voilà, on a refuté, ça fait partie de fausses conceptions qu'on a quand même entretenues. Oui, c'est sûr. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Bon, parlant de confinement, comme vous l'avez dit, oui, moi je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est une solution parmi tant d'autres. Et la meilleure, la solution immédiate, c'est ça. Il faut ce confinement, il faut que les gens restent dans leur coin chez eux pour ne pas, parce que personne ne sait où se trouve la maladie, chez qui se trouve la maladie. Et donc, la meilleure solution, c'est d'abord rester chez soi. Et ce confinement, je crois que c'est d'abord une solution en attendant que des solutions, en tout cas immédiates, de guérison, comme des éléments. On parle du traitement, la chloroquine, parce que il y a quand même une thèse de ce que en fait, vous arrivez à vous guérir sans un traitement. D'autres estiment que, à base effectivement, pas seulement la chloroquine, une autre molécule. Le cas du Bénin, par exemple, le traitement à la chloroquine et puis une autre molécule. Et donc, il y a quand même ces thèses qui s'affrontent. Non, ce ne sont pas des thèses qui s'affrontent. Tout le monde, que ce soit les pros ou les réticents face à la solution chloroquine et les molécules associées. Non, je pense que tout le monde est d'accord que c'est déjà un virus de qui certains organismes se débarrassent naturellement ou même s'accommodent naturellement. Le cas des enfants, par exemple, le cas des jeunes, par exemple, ils vivent ça en étant juste, on va dire, des transporteurs, pas plus. Donc ça voudra dire que la question liée au fait que certains ne réagissent pas en malade face à ce virus-là ne pose pas problème. D'autres le contractent, l'organisme réagit, l'éteint. Ça, c'est connu. Ceci dit, il y a des gens qui sont testés, mais juste mis en confinement, peut-être avec un certain accompagnement pour endurcir, renforcer leur système immunitaire, histoire qu'ils effacent le virus pour ne plus être contagieux. Donc, à ce niveau, ce n'est pas une question de confrontation. C'est vrai que c'est récupéré par ceux qui étaient, on va dire, trop résistant face, on va dire, à la procédure de Raoult, normalement, Didier Raoult, qui
se disent peut-être que c'est tout simplement, on va dire, ce combat entre système immunitaire et le virus qui donne les résultats dont ils se vantaient. Mais ceci dit, quand on en arrive à accepter quand même, on va dire, essayer aussi des tests on va dire, pratiquement un peu partout en Europe, et même qu'on en arrive aujourd'hui, avant l'issue de ces tests grandeur nature engagés, que la France valide quand même la piste de la chloroquine, c'est que ce débat-là n'a plus lieu d'être, parce que même ceux qui traitent avec les molécules dont nous parlons, quand même le précisaient, ce sont des malades, on va dire, qui nécessitent quand même traitement, à qui on applique donc ces molécules-là. Donc je pense que ce ne sont pas des thèses qui s'affrontent totalement, pas totalement. Pas totalement. Voilà. François Xavier. Non, il faut séparer les deux choses. Bien avant la polémique autour de la chloroquine, il y a beaucoup de gens qui guérissaient. Il y a énormément de gens qui guérissaient. Bien avant la thèse de la chloroquine, il n'y avait que 2% de morts. Sur 100% des cas, il n'y avait que 2% avant de morts. l'Italie, oui. Avant l'Italie. Ça veut dire qu'il y avait 98% de personnes qui guérissaient du coronavirus sans qu'on ne parle de chloroquine, et ainsi de suite. Donc il faut le préciser. Après, pourquoi cette thèse est... Aujourd'hui, il n'y a pas de débat autour de l'effet bénéfique de la chloroquine. Seulement, c'est une affaire de protocole à suivre. La validation du protocole. Mais on sait qu'il y a eu des tests probants, et aujourd'hui, que ce soit en France, en Italie, aux États-Unis, les hôpitaux s'en saisissent et traitent des gens. Malgré tout ce qu'on dit, il y a des traitements, il y a des patients qu'on traite avec la chloroquine. Ça dépend, c'est au cas par cas. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, surtout à la France, et la France, peut-être, on ne le souhaite pas, va connaître peut-être le même pic que l'Italie. Et je voulais mettre en contraste tout à l'heure ce que l'Inde a réussi à faire hier et la situation des États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, le rythme auquel, dans la ville de New York, le rythme auquel les cas sont déclarés, la courbe est encore plus effrayante que ce qui est arrivé à la France et à l'Italie. Donc ce sont deux cas très préoccupants. Aujourd'hui, Parce que c'est ce qui fait que les New-Yorkais quand même demandent, c'est vrai que c'est bien difficile dans un pays comme les États-Unis, les New-Yorkais demandent quand même un confinement total. Non, mais alors que c'est difficile, c'est vrai, parce que les impacts sont quand même plus... Oui, donc si on a réussi à faire ça à Paris, on peut le faire à New York. Donc, si on a réussi à faire ça dans l'Espagne, on peut le faire. Le problème c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que même s'il y a confinement aujourd'hui à New York, les chiffres ne vont pas diminuer pour autant. Pourquoi? Pas moins d'une semaine. Peut-être même plus. C'est ce que le directeur de la santé française expliquait tout à l'heure. Il faut intégrer tous ceux qui étaient potentiellement infectés avant le confinement. Parce que justement, il y a eu des contacts directs. Aujourd'hui, dans 14 jours, il y aura des cas. Il y aura encore beaucoup de cas. Et c'est parce que tout le monde espérait que la courbe des infections en Italie redescende. Mais la courbe ne redescend pas. La courbe continue de grimper simplement parce que c'est avant le confinement, si vous voulez, toutes ces personnes qui sont infectées aujourd'hui, qui se déclarent et même au cours de confinement, il y a quand même quelques contacts, donc ça continue. Si vous voulez aussi, on insiste sur le confinement comme étant la solution. Théodule l'a dit, mais elle n'est pas la seule. Il y a des pays qui ont un certain équilibre, qui ont une certaine, on va dire, proximité entre basse classe et haute classe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine je ne vais pas dire harmonisation du niveau de vie, mais quand même. Mais très tôt, ces pays se sont vus dans un confinement qui ne dit pas ça. Parce que quand on prend des pays moyens comme le Royaume-Uni, par exemple. Non, le Royaume-Uni, ça c'est un autre cas. Je voulais parler par exemple des pays, des petits pays, sinon si vous voulez des moyens pays comme les pays de la Chine continentale, Shanghai, Hong Kong, mais surtout la Corée du Sud, la très belle école. Ils n'ont pas confiné, mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas évident dans des gros pays comme les États-Unis ou l'Inde, à savoir des textes massifs dans la discipline, dans l'autodétermination à suivre le protocole. Ça, c'est compliqué pour des pays peut-être comme les nôtres où la fracture sociale est évidente. En Inde, la fracture, elle est... C'est-à-dire, c'est peut-être de niveau de 3 pays en réalité. Vous avez une Inde ultra, on va dire, développée, une Inde moyenne, mais une Inde
totalement absente. Aujourd'hui, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la chaîne logistique est pratiquement rompue. Des pays qui ont choisi de faire le dépistage systématique, comme la Corée du Sud, le Japon, ainsi de suite, ont pris une longueur d'avance. Aujourd'hui, tout le monde veut le faire, mais la logistique ne suit pas. Et c'est ce qui est reproché aujourd'hui aux États-Unis, à l'exécutif français, parce qu'aujourd'hui, pour que les masques, simplement pour les masques arrivent, ils ont commandé, je pense, près de 500 millions de masques. Et c'est dans l'échéance de 2 semaines, 3 semaines. Et tout est produit à l'extérieur. La même chose pour les tests. Donc ceux qui ont vite fait comme ces pays-là, même en Europe, en dehors, ainsi de suite, ont fait des dépistages systématiques, ont une longueur d'avance parce qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir le maximum de tests possibles et pour pouvoir dépister. Les Français l'ont dit, je pense qu'ils vont, surtout à Mulhouse, le foyer de la contamination, ils vont procéder à des à des tests systématiques. Donc, voilà. Donc, le Bénin pourrait aller ou pourrait connaître son premier cas de guérison. On n'en est pas loin, surtout avec les mesures prises, un certain nombre de choses. Oui, c'est clair. Et le ministre l'a d'ailleurs annoncé, le secrétaire général du ministère l'a d'ailleurs aussi annoncé, il y a les cas qui sont déclarés, les cas sont rassurants, ce qui veut dire quoi? Les cas cliniques, donc, satisfaisants. Oui, et donc il y a espoir au regard même des dispositions que le gouvernement, les mesures les recommandations, les consignes que le gouvernement a pris en obligeant déjà, vous savez, ça suit son cours, de jour en jour, des dispositions qui sont prises. D'ici lundi, les enfants seront en tout cas en congé anticipé, et restrictions en tout cas dans certaines communes. En fait, quand vous dites enfants, il y a les grands aussi dedans. Les étudiants, les universitaires et tout le monde, oui. Les enseignants aussi. Donc une partie de la société béninoise sera pas en confinement, mais en des mouvements restreints. C'est déjà des solutions, et je crois que les chercheurs béninois, en tout cas, sont aussi peut-être à pied d'œuvre à leur niveau, parce que, vous savez, quand on parle de chloroquine, oui, aujourd'hui, c'est pas un autre débat que j'ouvre, mais on parle de chloroquine, mais il y a très longtemps, quand vous allez en pharmacie, j'ai fait quelques essais en allant dans certaines pharmacies. Aujourd'hui, on dit, mais chloroquine, nous avons vendu chloroquine il y a plus de 8 ans, on n'en parle plus. Mais alors, j'ai poussé ma curiosité pour savoir, mais pourquoi? Non, on a d'ailleurs refusé l'automédication. D'abord, on a refusé le gouvernement a d'ailleurs interdit la vente. Ça, c'est clair. Même si ce n'est pas le cas du coronavirus, l'automédication, c'est interdit. C'est clair, c'est interdit. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Ça existe, le ministre a rassuré. Oui. On en trouve, mais ailleurs, dans d'autres circuits, moi j'en ai trouvé. On m'a trouvé 3 fois. On va pas dire ça. Non, je voulais, oui. Pour le cas du Bénin, ce concert, sauf si je me trompe en matière de chiffres, je crois le plus âgé des cas sur le territoire béninois jusqu'ici, c'est une cinquantaine. 67 ans. Bon, pour le reste, je pense c'est 20 et quelques. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et c'est de là qu'on va partir pour, bien évidemment, dire que ce qui se dessine à partir de lundi, l'enjeu, c'est vrai, il n'y aura pas de coût. L'enjeu, c'est quand même pouvoir drastiquement diminuer la mobilité. Ça, c'est quelque chose de difficile. Hein. Quand on entend les gens dans les débats, on demande à l'État tout, mais sans trop se demander quelque chose. De toute façon, vous vous rappelez quand, pour les premières mesures prises par le gouvernement, les gens en demandaient beaucoup. Les gens demandent que les mesures, les gens voulaient... C'est pas suffisant. Exactement. Des mesures radicales. Les gens demandent beaucoup, mais individuellement, beaucoup ne sont pas prêts à se départir des mouvements. Ça, on aura le temps de le contrôler à partir de lundi, mardi, vous verrez. C'est-à-dire que même quand les étudiants font bras de fer, opposent à la police un bras de fer pour arracher la cessation des cours, il faut aller vérifier si les gens se confinent. Ça, c'est quelque chose dont on va parler. Mais dans le sillage des espoirs, je pense qu'il faut le noter. Un laboratoire quand même belge a pu mettre un système
j'allais dire de test, avec résultat en 15 minutes. Je pense qu'en matière de rapidité, c'est l'une des solutions aujourd'hui. Ils ont déjà eu leur licence, leur accord de distribution. Donc je pense que ce sont autant d'informations qui pourraient quand même, on va dire, aider ou plutôt augmenter les pas que nous plaçons en termes d'avance dans ce combat-là que l'humanité mène. C'est vraiment un combat. J'espère que, en fait, la fin du combat, j'espère que c'est pas loin. Oui, bon, ce qui est sûr, on est obligé de tenir et de faire et de mener le combat. Ce qui est inquiétant également, on est sur le volet sanitaire, mais il y a l'économie qui pèse comme une épée de Damoclès, simplement parce que vous voyez, on va rentrer lundi prochain dans la restriction de nos mouvements. Si on prend l'échelle africaine, beaucoup d'autres pays sont allés en autoconfinement. Ça veut dire quoi? Simplement que l'économie ralentit quelque peu, et ça c'est d'ailleurs même pas le plus grave. Le plus grave, c'est que tous les pays d'Afrique subsaharienne comme le nôtre sont tributaires de l'exportation des matières premières. Aujourd'hui, les acheteurs sont préoccupés par autre chose. Donc si vous ne vendez pas le coton, vous ne vendez pas le cacao, vous ne vendez rien, vous n'avez pas de réserve. Aujourd'hui, le Nigeria risque de retomber dans la crise encore plus grave que 2008. Ils sont peut-être à $1, $2 de la catastrophe, parce que le prix du pétrole est à 24, 23 $. Or, pour que la monnaie tienne, il faut pas que ça descende en dessous de 20 $. On n'en est pas très loin. Donc, des pays comme le nôtre sont tributaires également de ça, parce que notre première matière d'exportation, c'est le coton, et tous les marchés sont au ralenti. Et c'est d'ailleurs pourquoi avant-hier, les ministres des Finances de toute l'Afrique subsaharienne ont demandé aux pays développés, aux institutions, de reporter simplement les échéances des dettes souveraines de tous les pays, simplement parce que si vous n'avez pas d'entrée, vous ne pouvez pas non seulement subvenir à votre budget national, et vous ne pouvez certainement pas payer les intérêts. Aujourd'hui, on a une réponse en griffe positive du G20 qui a décidé de mettre 5 000 milliards de dollars sur le marché. Maintenant, on ne sait pas exactement si vraiment ils vont exonérer les échéances des dettes souveraines des pays africains, parce que s'ils ne le font pas, ce sera là, pour le coup, ce sera une catastrophe. Très bien, merci. Latif Ouboni, merci à vous François-Xavier Noumon, merci également à Théodule Honsa, journaliste, chroniqueur. Voilà. La précision est toujours importante. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes téléspectateurs. Nous saluons le petit mécanicien du quartier, le grand mécanicien aussi, le grand professeur également qui nous suit. En tout cas, merci pour votre fidélité toujours renouvelée.